Mayotte, histoire d'un département assailli. Situé entre l'équateur et le tropique du Capricorne, à l'entrée du canal du Mozambique et à mi-chemin entre Madagascar et l'Afrique, Mayotte est un petit archipel volcanique de 374 km². Il forme la partie orientale de l'archipel des Comores. Mayotte comprend 2 îles principales et une trentaine de petits îlots parsemés dans un lagon, étendu sur plus de 1500 km². L'île principale, Grande Terre, moins grande qu'en Nouvelle-Calédonie mais Grande Terre quand même, est très découpée et pentue. 6 massifs érodés la composent, et le point culminant de l'île est le mont Benara. L'îlot de Pamandzi et le rocher de Dzaoudzi sont reliés par une fine digue appelée le boulevard des Crabes. Ces 2 îles constituent Petite Terre. Le chef-lieu administratif est situé à Dzaoudzi, qui est également l'ancienne capitale d'avant l'indépendance. Mais l'activité économique est concentrée autour de Mamoudzou, en Grande Terre. Petite Terre et Mamoudzou sont les zones les plus urbanisées de Mayotte, bien que l'urbanisation pose de nombreux problèmes que nous allons voir dans cette vidéo. Les Comores sont d'origine volcanique et Mayotte est la plus ancienne île de l'archipel. Elle date environ de 8 millions d'années. Elle possède un relief moins accentué du fait de l'érosion et de l'affaissement progressif de son plateau. Les côtes sont très découpées et forment des caps, des presqu'îles, des billets profonds bordés de mangroves. C'est la forme particulière de l'île qui lui a valu son surnom d'île Hippocampe. Mayotte a su préserver son environnement naturel et possède l'un des plus grands et plus beaux lagons du monde, délimité par une barrière de corail longue de plus de 160 km, elle-même coupée par une dizaine de passes. Le climat y est de type tropical et humide et alterne entre 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Origine du peuplement. Situé au 8e siècle, le peuple originel de Mayotte serait d'origine ethnique bantoue, mais également austronésien et indonésien. Les auteurs et navigateurs de l'Antiquité, égyptiens puis grecs et latins, ne semblent pas bien connaître la région située au sud de la Somalie, bien que la zone soit réputée pour sa pêche aux tortues de mer. Pline l'Ancien mentionne au sud de l'Érythrée une ville appelée Damnia, mais les navigateurs antiques ne tenaient pas à dépasser le cap Delgado, situé à la frontière entre la Tanzanie et le Mozambique, car la navigation au-delà de ce cap était plus complexe et tout retour en arrière au-delà de cette zone avait des conséquences graves. Le canal du Mozambique a vraisemblablement été mis à l'écart des grands axes de commerce international jusqu'au 8e siècle. Les proto-malgaches, venus de la région malaise, ont été en capacité d'atteindre Madagascar dès le 4e siècle, suivis par les néo-indonésiens à partir du 12e siècle. Les traces les plus anciennes de peuplement de l'archipel des Comores ont été évaluées au 6e siècle. Ce sont des Entalotes venus de la côte africaine. L'organisation politique et sociale proprement africaine a été établie dans les Comores, mais 2 îles un peu plus isolées ont été retardées dans leur peuplement, Mayotte et Anjouan. Plus difficile d'accès à cause de leur barrière de corail, ces 2 îles se différencient de l'ensemble des Comores par une évolution linguistique très différente. Les Austronésiens qui ont peuplé Madagascar sont passés dans les Comores pendant le 1er millénaire, mais ne se sont pas réellement installés qu'à Mayotte. Jusqu'au XIIIe siècle, le commerce se développe avec les autres îles du canal du Mozambique, notamment avec Madagascar et l'Afrique continentale. Le commerce de lingots de fer y est présent, mais également la revente de productions minérales malgaches, comme le cristal de roche. Ce dernier était importé à l'état brut de Madagascar avant d'y être raffiné, puis vendu depuis Mayotte. Les marchands arabes, juifs et persans recherchaient ces précieux cristaux pour confectionner des objets de luxe, depuis les ateliers d'artisanat de l'Irak, de l'Égypte et de la Perse. Les invasions arabes. Les invasions arabes se succèdent par le nord-est en apportant avec eux la culture swahili et l'islam dès le 7e siècle. C'est-à-dire moins d'un siècle donc, avant le premier peuplement sédentaire de Mayotte. Des marchands perses originaires de Shiraz ont été découverts dans des sépultures de la métropole de Bagamoyo. Ils ont vraisemblablement émigré depuis la Perse après la chute de leur ville, devenant par la même occasion les premières communautés musulmanes de l'archipel. Une vingtaine de mosquées anciennes ont été retrouvées à Mayotte et leur très grande majorité est en ruine du fait de l'abandon des lieux de vie situés à proximité à la fin du XVIIIe siècle. Le sultan Aïssa Ben Mohamed nous a donné la première source datée d'une mosquée par l'ajout d'un mihrab en 1538 dans la mosquée de Tsingoni. Le mihrab est un relief architectural qui indique la direction de la Mecque. L'esclavage endémique.
L'aristocratie Fani pousse le développement de l'île à son maximum grâce à une grande partie de la population composée d'esclaves. Au cours de la première moitié du second millénaire, le nombre de villages ne cesse d'augmenter et cette croissance démographique est si soudaine qu'elle ne peut s'expliquer que par le recours massif à l'esclavage. Les ports Antala Otra de la côte malgache se développent à la même époque grâce à l'exportation d'esclaves malgaches originaires des hauts plateaux malgaches vers le Moyen-Orient en transitant par les Comores et les cités Swahili. Des témoignages portugais de l'époque laissent entendre que les Comores importent aussi des esclaves africains. Dès le XIVe siècle, élevage d'esclaves, décrit par l'ottoman Piri Reis, est connu comme étant une spécialité déjà ancienne aux Comores. Dans cette société intégrée dans le grand commerce et principalement dans la traite des esclaves, le mode de vie swahili de Mayotte voit s'épanouir. Au XVe siècle, les premiers sultanats fondés par des princes swahili de la grande lignée des Shirazi. Le sultanat de Mayotte. L'île de Mayotte est mentionnée pour la première fois par le navigateur arabe Ahmed bin Majid en 1490. C'est le signe d'une montée importante au niveau commercial de l'île. Les Portugais entament des relations commerciales avec l'île à partir de 1557 qui marque la visite de la flotte de Balthazar Lobo da Sousa. Jusqu'à la fin du XVe siècle, l'île de Mayotte est morcelée en territoire indépendant commandé par des chefs, les Fani. Ce sont les membres de l'aristocratie d'influence, swahili et malgache, héritières des siècles passés. Par des mariages se forment les premières dynasties et bientôt le sultanat de Mayotte prend son indépendance du sultanat d'Anjouan. Entre le XVe siècle et le XIXe siècle, les sultans se succèdent, mais l'île au Grand Lagon ne cesse d'être l'objet de rivalités locales. Les protecteurs français. En 1833, l'île est conquise par Moélie, puis le 19 novembre 1835, le sultan d'Anjouan, irrité par les nouveaux venus, impose son arbitrage et prend possession de Mayotte. Ce n'est qu'en 1836, au terme d'épuisantes épreuves de force, que le sultan de Mayotte obtient sa reconnaissance de l'indépendance de l'île. Mais sans aucune flotte de guerre, il ne pourra tenir ce statut d'indépendance bien longtemps, et il faut absolument trouver des protecteurs pour garantir la sécurité des habitants en cas de prise de conflit avec les autres sultanats voisins. Les militaires français ne sont pas très loin. Ils supervisent une installation d'une colonie à Nosy Be en 1841, le nord de Madagascar étant stratégique pour le futur des technologies de navigation. Le Clipper et le navire à vapeur commencent alors à changer le visage des routes maritimes de l'océan Indien. Le 25 mars 1841, le sultan signe la cession de sa souveraineté sur Mayotte au profit de la France par une simple vente où il obtient du commandant de vaisseau la prévoyante, Pierre Passot, une rente viagère personnelle de 1000 piastres et quelques promesses. Mayotte est accueillie avec joie par les Français car des géologues découvrent des anses naturelles au milieu des coulées de lave et des coraux mêlés à des havres idéaux. Protégés des courants, parfait pour y placer des bateaux de guerre. Une enquête est commandée par le souverain Louis-Philippe pour vérifier la véracité de la légitimité du sultan. La vente est ratifiée officiellement par l'installation du drapeau flotta et la prise de possession du 13 juin 1843. Entre-temps, Mahor et Dzaoudzi avaient été assurés de la protection française. Le réaménagement de bâtiments adaptés à l'autorité est lancé dès 1845 sous forme d'extension et de surélèvement en face de la Grande Rade. Les blancs bâtiments du gouvernement et des administrations sortent de terre. Un hôpital civil et militaire est bâti, un corps de garde proche de l'entrée principale de la forteresse est également mis en place, ainsi qu'un arsenal du génie près du port, aux Boutres arabes. L'ancien palais des sultans reste un lieu préservé pour le maintien des échanges et rencontres avec les Mahorais, arabes et Sakalaves de l'île. La présence française rassure et les représentants des communautés arrivent à se mettre d'accord. Les violentes tensions et querelles internes que la piraterie locale avait exacerbées cessent. Seule la rivalité avec les Anglais perdure encore dans le canal du Mozambique. Abolir l'esclavage. Tout au long des rivages ou de ses parties les plus fertiles et accessibles de la Grande Terre, des domaines esclavagistes sont installés. L'intérieur de la Grande Terre est couverte de végétation verte et dense, quoiqu'en quelques endroits, les zones montueuses restent dégradées par les pillages des grands bois organisés régulièrement par les maîtres des domaines. Il existe ainsi de nombreux dédales de végétation où se nichent des cases de paysans pauvres. Ces populations libres non recensées, fuyant au besoin leurs habitations sommaires pour d'autres repères moins accessibles, évitent, plus qu'ils ne combattent, leurs possibles persécuteurs. Ces Mahorais de culture swahili se regroupent par intérêt, s'affrontent parfois, se plaçant au besoin sous la protection de l'arbitrage religieux du sultan. Derniers venus avant la vente de l'archipel aux Français, les Sakalaves et les Antala Otsi adoptent irréversiblement ces deux modes de vie
suivant leur cohésion. Ils essaient vainement de s'organiser entre ces deux extrêmes. La vie domaniale, impérativement hiérarchisée et inégalitaire en liaison avec le monde marchand, le monde paysan communautaire libre et souvent précaire du fait de l'absence de titres de propriété garantis par un système de défense efficace ou un pouvoir fort. Une conversion religieuse à l'islam leur permet de bénéficier d'une meilleure reconnaissance auprès des populations mahoraises et d'une pacification juridique communément acceptée. Au lendemain de sa prise de possession, Passo avait fait recenser la population servile de l'île et arrive à en compter la moitié. Un document donne la répartition suivante: Sakalava 600, Arabes 700, Mahorais 500, Esclaves 1500, soit au total 3300 individus sur l'île. Le 9 décembre 1846, une ordonnance royale portant sur l'abolition de l'esclavage est promulguée à Mayotte. Appliquée en 1848, elle provoque une fuite des maîtres arabes des plantations de Mahorais, avec quelques esclaves restés fidèles qui espèrent trouver ailleurs des terres à mettre en valeur sans cette contrainte de la liberté obligatoire. Cet exode rapide des anciens esclavagistes arabes favorise l'installation de planteurs français sur la Grande Terre. Les créoles monopolisent alors les terres les plus fertiles après avoir remarqué la profonde décomposition des anciennes laves en sol rouge. Les ingénieurs civils français repensent une nouvelle gestion hydraulique des sols grâce à des retenues d'eau situées sur des tapis naturels d'argile, et l'ordre français favorise ces coûteux mais précieux aménagements. La période des grands travaux. Mayotte est vidée de ses habitants par des décennies de pillage et de rivalité, ainsi que par l'exode des anciens maîtres esclavagistes et d'une partie de leurs esclaves. Les villes sont à l'abandon pour la plupart et la nature commence à regagner ses droits sur les anciens terrains cultivés. L'administration française met en œuvre une stratégie de repeuplement et de développement de Mayotte. Les Mahorais réfugiés dans la région sont invités à revenir sur la terre de leurs ancêtres et les anciens maîtres exilés peuvent revenir à condition de dédommager les victimes de l'esclavage. Des familles françaises sont invitées à investir à Mayotte. La France lance de grands travaux. La réalisation en 1848 du boulevard des Crabes, reliant le rocher de Dzaoudzi à Pamandzi au reste de Petite Terre. Jusque dans les années 1870, la présence française est confinée à Petite Terre à cause du manque d'infrastructures. Grande Terre y est crainte car le paludisme y fait rage. Conformément aux vœux du dernier sultan, les Français installent une première école à Dzaoudzi le 27 juillet 1851. La culture de la canne à sucre dans les sols fertiles de Grande Terre s'implante entre 1846 et 1886. En pleine révolution industrielle, un travail forcé est établi pour remédier à l'absence de main-d'œuvre, mais la situation dégénère et la révolte de Bakary Koussou voit les planteurs français investir massivement dans les installations de modernisation de la culture sucrière pour ne pas perdre le bénéfice de ce commerce. La population d'ouvriers de plantation s'accroît après 1860 et des usines à sucre modernes naissent à Dembéni, Kaweni et Dzumoni. La production annuelle de sucre atteint les 1500 tonnes, mais la fin du 19e siècle va confirmer le déclin de l'activité sucrière. Les domaines avaient déjà diversifié leur production, cannelle, poivre, clous de girofle et café poussent sur les sols rouges de Mayotte. Le coton et le sisal se vendent très bien également. Les réserves de bambou géantes de l'île permettent une spéculation lucrative, tout comme les lianes et les bois noirs. Les propriétaires français de domaines agricoles importent même des lianes de vanille. Indépendance des Comores. En 1947, les Comores obtiennent une autonomie administrative. En 1972, les élections confirment le succès des deux partis majoritaires indépendantistes. La France accepte les négociations, mais note que Mayotte vote négativement à la Constitution pour l'indépendance et souhaite conserver ses liens avec la France. 63,8% des Mahorais ont voté pour rester liés avec la France. La société mahorais est plus encore que celle des autres îles des Comores très peu influencée par le mode de vie occidental et vit au rythme de la vie musulmane traditionnelle. Mais d'autres acteurs expliquent cette position du peuple mahorais. Tout d'abord, il y a la crainte d'expansionnisme enjoinné, qui a été subi pendant la période coloniale et préservé dans les mémoires. Ensuite, le transfert de la capitale à Moroni en 1958 a laissé dans un état désastreux l'îlot de Dzaoudzi, trop petit pour les administrations et causant des pertes d'emplois massives. Enfin, il y a la question du statut des femmes dans la société mahoraise, beaucoup plus importante que dans les civilisations voisines. Le mouvement populaire mahorais a mobilisé la population pour préserver le lien avec la France et notamment ses activités féminines les plus zélées dans leur quête de liberté. Mais le peuple mahorais se sentait spolié de ses terres fertiles achetées massivement par des enjoinés et grands comoriens et revendus entre eux.
les terres de Mayotte se faisant coloniser par des investissements étrangers. Le second vote sur l'indépendance de Mayotte du 8 février 1976 confirme encore plus massivement le premier vote avec plus de 90% des voix pour le maintien dans la France. Dans les années 70, le Parlement français a tenté des stratégies pour gérer de la meilleure des façons les multiples problèmes endémiques à l'île, notamment sur la question du droit français, car à Mayotte, le droit traditionnel islamique peut y être appliqué sur demande de justiciables par des tribunaux locaux présidés par des cadis, des juges islamiques. La situation de l'État comorien devient de plus en plus précaire depuis 1978, où déjà 8000 clandestins comoriens vivaient à Mayotte, qui ne comptait alors que 47 000 habitants, soit 17% de la population de Mayotte, qui était comorienne à cette époque. En 1995, le gouvernement Balladur abolit la libre circulation entre Mayotte et le reste des Comores. Le régime des visas est rétabli. Le 11 juillet 2001, le nom de Mayotte est inscrit dans la Constitution française. En 2005, le colonel Azali Assoumani, président des Comores, a déclaré qu'il ne servait plus à rien de rester figé dans des positions d'antan. Mayotte se présente alors au jeu des îles de l'océan Indien sous sa propre bannière. Depuis leur attachement à la France, l'immigration illégale depuis Anjouan, qui est l'île la plus proche, ne fait que s'accentuer et démultiplie les problèmes identitaires, économiques et sécuritaires que nous verrons dans une prochaine vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode de notre série sur l'histoire géostratégique française vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à liker et à nous donner votre avis sur ces voyages dans les commentaires, ainsi que de nous faire part de sujets que vous voudriez voir à l'avenir sur la chaîne. À la prochaine!